Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes au sommaire du débat. Un socialiste, social-démocrate dans le berceau du capitalisme, François Hollande en Amérique, plutôt Marx que Hergé d'ailleurs. Comment Hollande peut-il ramener les investisseurs américains en France? On en débattra tout à l'heure, mais après avoir reçu un merveilleux conteur, un enchanteur engagé, le romancier égyptien Alaa El Aswany. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que je prononce correctement votre nom, Alaa El Aswany. Je vous présente Oum Nadia et Monsieur Mathieu Croissando. Bonsoir à tous les deux. Je précise que Automobile Club est sorti aux éditions Actes Sud. C'est un bouquin extraordinaire, foisonnant, démocratique. On va en reparler dans un instant. On va parler beaucoup de l'Égypte contemporaine avec vous. Mais d'abord, le portrait que vous a consacré Thibault Nolte. L'Expresso, regardez-le. Alaa El Aswany est le dentiste arabe le plus célèbre du monde. Plus que ses magnifiques détartrages ou ses somptueux bridges, ce sont ses romans qui en ont fait une vedette internationale au sourire éclatant. Après l'immeuble Yacoubian en 2002, un autre bâtiment illustre du Caire inspire l'auteur arabe le plus lu dans le monde, l'Automobile Club d'Égypte. Dans l'Égypte coloniale des années 40, l'Automobile Club est un carré VIP de débauche où propriétaires de Jaguars et Bentley frissonnent du piston devant de belles carrosseries. Le roi Farouk y joue aux cartes tandis que les domestiques y sont martyrisés. Allégorie de l'Égypte contemporaine, choix cornélien entre liberté et sécurité, Tahrir or not Tahrir. Au printemps 2011, Alaa El Aswany a choisi. Fils unique d'un grand avocat en charge notamment de l'Automobile Club dans les années 60, les années Nasser, il s'est forgé une solide conviction de dentiste idéaliste et a couru rejoindre les dégageurs de Moubarak, la fraise au fusil. 3 ans plus tard, la révolution est digérée dans les intestins de l'histoire. D'abord Morsi et ses frères musulmans, ensuite le maréchal Sissi et ses militaires l'ont croqué à plein chicot. Entre abcès fanatiques et caries militaires, la démocratie égyptienne a encore bien besoin d'un dentiste. Ça vous convient? Oui, hein, pas mal. Oui, Alaa El Aswany, c'est l'histoire Automobile Club d'Égypte de la conquête démocratique dans votre pays, l'Égypte, mais aussi dans le bouquin, dans le roman. Il y a 2 personnages qui se rebiffent contre vous, contre l'écrivain qui est un despote absolument omniscient et qui disent on veut faire valoir nos droits et notre point de vue de personnage. C'est une manière de mettre en abîme cet idéal démocratique? Oui, c'est réel et c'est pas réel à la fois parce que à un moment donné, vous sentez comme, je sens comme romancier que les personnages existent. Ils restent toujours invisibles, mais je suis sûr qu'ils existent. Ouais. Alors, à un moment donné, ils se sont révoltés. Ouais. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas parler toujours à notre place. À notre place. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette idée qui n'est pas vraiment absolument imaginaire, vous voyez? Parce que il y a toujours ça. Il y a que les personnages existent et c'est le moment à travers lequel je commence l'écriture. De toute façon, le romancier est un despote et un fou, ou en tout cas un demi-fou. En un sens. Il y a un personnage clé qui s'appelle El Kouo, qui est chambellan du roi et qui est le responsable de tous les domestiques dans cet Automobile Club d'Égypte. Dans les années 40 comme aujourd'hui, la pathologie du despote, elle n'a pas changé? Non, je pense que c'est le challenge de la littérature de poser des questions humaines qui restent. Hein, ça dépasse l'époque. Même si on parle, il s'agit d'une époque des années 40, moi je pense que les questions posées dans ce roman se posent maintenant en Égypte. Vous voyez? Alors, c'est le fameux dilemme, liberté ou sécurité? Et aussi l'aspect, on présente toujours le dictateur comme un aspect négatif, mais il y a aussi le positif. Le dictateur, c'est le père qui nous protège. Hein? Même s'il est méchant, même s'il est injuste, mais pas mal de gens, ils ont besoin d'un père. Pour vraiment avoir la liberté, on doit tuer le père. Ça veut dire que l'Égypte a besoin d'un régime fort, avec un homme fort? Un homme providentiel? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le choix est difficile parce que le choix reste entre la sécurité et la liberté. Après 3 ans, je pense que toutes les forces qui sont arrivées au pouvoir pendant ces 3 ans étaient contre la révolution. Alors on a fait vraiment un truc classique de contre-révolution, c'est qu'on a fait une pression énorme sur les gens
mettant les gens dans une situation pire que la situation sous Moubarak. Et à la fin, le choix, est-ce que vous voulez la sécurité ou vous voulez la liberté? Mais vous faites partie de ces gens qui ont choisi à l'époque la sécurité. C'est-à-dire qu'au moment du coup d'État contre Mohamed Morsi, qui avait été élu démocratiquement, vous avez soutenu les militaires. Oh là là. Non? Non. J'ai pas soutenu les militaires, j'ai soutenu le peuple égyptien. B, à mon avis, c'était pas un coup d'État, parce que M. Morsi a annulé le système démocratique. Par des lois anticonstitutionnelles. Après, il a été élu, mais novembre 2012... Il a changé la Constitution. Non, il n'a pas changé. Il a annulé la Constitution, il a annulé la loi, il a mis ses propres décisions au-dessus de la loi. Et à mon avis, on ne peut plus parler de la démocratie avec quelqu'un comme ça, vous voyez. Je pense qu'on a absolument le droit d'enlever la confiance d'un président. On n'avait pas de parlement, alors on a fait les signatures. Il y avait des millions d'Égyptiens dans les rues. Je pense que vous avez... alors, à un moment donné, il y avait des millions d'Égyptiens qui ne voulaient plus Morsi. Il y avait des militants armés par les frères musulmans. L'Égypte était vraiment très proche d'une guerre civile. Alors, à mon avis, l'intervention militaire était vraiment la solution. Mais ça ne veut pas dire que c'était un coup d'État. Et ça ne veut même pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe maintenant. C'était inéluctable. Alaa El Aswany, c'en est fini de l'islam politique? Je pense Ils ont été démasqués, les frères musulmans? Je pense oui. Je pense que ça a été... c'est une expérience qui a été utile non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. C'est l'Égypte qui a présenté l'islam politique pour la première fois en 1928. C'est l'Égypte qui a... Les frères musulmans qui ont utilisé la religion, l'islam, comme un modèle d'État. Maintenant, c'est très clair qu'on ne peut pas vraiment, ça ne peut pas marcher. La religion, c'est la religion, et la politique, c'est la politique. Alors, Nadia, oui. L'état de la presse... en Égypte, et de la censure en Égypte, qui est, et je pense que vous le savez, très problématique. Oui, il y a une traque très étrange qui est en train de se dérouler en Égypte. Il y a 20 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera qui sont poursuivis par la justice égyptienne, 16 Égyptiens et 4 correspondants étrangers. Ils sont accusés d'appartenir à une organisation terroriste. C'est comme ça que le nouveau régime appelle les frères musulmans. Il faut savoir aussi qu'Al Jazeera, c'est la seule chaîne arabophone en Égypte qui parle de l'actualité des frères musulmans. Ils sont les seuls à le faire en ce moment. 8 de ces journalistes sont détenus, les autres ont fui. Et ils expliquent tous qu'ils ne soutiennent aucun mouvement, qu'ils font uniquement leur travail. Il y a des journalistes du monde entier qui sont en train de les soutenir en diffusant des photos d'eux bâillonnés avec le drapeau égyptien. Amnesty International, Reporters sans frontières, la Maison-Blanche condamne également ces arrestations et le jugement qui va avoir lieu dans quelques jours. Est-ce que ce nouveau pouvoir, au nom de la lutte contre l'islamisme, il n'est pas en train de remettre en cause les lois fondamentales et cette fameuse liberté de la presse? Je condamne, moi. J'ai déjà condamné ça. Moi, vraiment, je ne suis pas fan de El Jazeera. Je pense que ils ne disent pas la vérité, mais ça dépasse. Un journaliste, c'est un journaliste. Oui. Hein. On ne peut pas vraiment arrêter les journalistes parce qu'ils travaillent. Même s'ils étaient pour le Jazeera ou contre le Jazeera, ça m'intéresse pas. Ils deviennent les victimes collatérales de cette chose. Absolument. Je condamne ça, j'ai condamné, j'ai écrit, on a fait beaucoup de choses contre ça et on doit faire attention. À mon avis, la révolution égyptienne, il y a 2 combats. Il y a le combat contre les terroristes. On a des attentats chaque jour presque. Et il y a un autre combat contre l'ancien régime. L'ancien régime de Moubarak, ces affidés qui tentent de revenir... Qui a été préservé par les militaires et par les frères musulmans. Alors l'ancien régime existe. Il essaye maintenant d'utiliser ce moment pour sauter au pouvoir autrefois. Alors il y a des élections présidentielles dans 3 mois. Est-ce que l'Égypte est en train de retrouver un processus démocratique normal ? J'espère, et c'est notre devoir. Vous voyez, la leçon de l'histoire que personne ne va arriver au pouvoir, il va vous donner la démocratie comme cadeau. Hein. La révolution doit vraiment exercer une pression sur le pouvoir pour avoir des présidentielles transparentes et justes. Il y a un candidat de la gauche qui s'est déclaré pour les élections présidentielles, c'est ça. Est-ce que ça serait cette possible alternative entre justement l'armée et un islam politique qui de toute façon est disqualifié? Ce qui m'intéresse, c'est... Moi, je pense que le rôle de l'écrivain n'est pas de soutenir un candidat. Oui. Hein? Le rôle de l'écrivain, c'est soutenir la démocratie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est avoir vraiment des élections présidentielles
juste et transparent. Hamdine est un ami, mais c'est pas la question. Vous ne serez pas son porte-parole. Tout à fait. Voilà. Par contre, il faut rappeler quelque chose qui est poignant dans votre expérience aux côtés des révolutionnaires de la place Tahrir, c'est que vous avez vu mourir un tout jeune homme à 2 mètres de vous qui a pris une balle tirée par un sniper et vous vous êtes dit, écrire est pour moi un devoir sacré, je dois faire en sorte que la démocratie arrive dans ce pays pour lequel il est mort. Absolument. Vous vous sentez responsable. Absolument. Ce livre et ce que vous faites, c'est une réponse. Monsieur Moubarak a tué, la police de Moubarak a tué 2000, pendant une semaine, la première semaine, 2000 jeunes. 1000 qui sont perdus et qui ont été tués, enterrés quelque part, et 18 000 blessés. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez menacé? Parce qu'on se souvient des images qu'on va revoir, c'était des images à Paris en octobre dernier. Il y avait un débat à l'Institut du monde arabe et puis vous aviez été pris à partie par des partisans de Mohamed Morsi. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui à cause de votre engagement? Oui, mais je suis habitué quand même. Vous voyez, moi je suis écrivain, j'ai toujours critiqué le pouvoir, j'ai critiqué les islamistes, alors je suis habitué. Et aussi, j'ai un peu honte quand j'exagère à propos de ma sécurité et en même temps, il y a des milliers de jeunes qui ont été tués. Alors, j'essaye de me protéger, mais qu'est-ce que et de relativiser. Oui, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Un écrivain et parmi les plus fameux contemporains, Automobile Club d'Égypte, merveilleux, truculent, bourré de sexe, hein, un signe de liberté. Les femmes sont extraordinaires dedans. Oui. On va l'offrir à Nadia Dam, à Nadia, aux éditions Actes Sud. Je précise que Allah El Aswani sera le 15, samedi prochain, 15 février, à la fête du livre de Bron, du côté de Lyon. Un homme libre. Merci d'être venu dans 28 minutes ce soir sur Arte. Et place à notre débat sur la coopération économique franco-américaine. La France, dont se méfient les investisseurs américains, peut-elle profiter du rebond économique des États-Unis? Des pistes et des questions après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est ce qui s'appelle avoir le sens de l'accueil. Cérémonie officielle et protocole au millimètre à la Maison-Blanche aujourd'hui pour le 2e jour de la visite d'État de François Hollande aux États-Unis. Bienvenue, mes amis. Une visite pour resserrer les liens entre alliés. Nous avons le même rêve, celui de faire avancer nos peuples, mais aussi de créer un monde plus juste, plus sûr, plus humain. Plus connu aux États-Unis pour les derniers revirements de sa vie sentimentale que pour son pacte de responsabilité, François Hollande s'est fixé une mission outre-Atlantique, redorer l'image de l'économie française. En parfait VRP, des ministres et des chefs d'entreprise tricolores l'accompagnent. Et il doit rencontrer des PDG américains, notamment les patrons de Google et de Twitter. Sa feuille de route, vanter les atouts français et pourquoi pas s'inspirer du modèle américain. Car les États-Unis ont renoué avec une croissance qui s'accélère, jusqu'à 4,1% au 3e trimestre 2013, contre moins 0,1% pour la France à la même période. Le taux de chômage, lui, est à son plus bas niveau depuis 5 ans aux États-Unis. Principale raison, la consommation est repartie à la hausse. Des taux de crédit bas et une énergie bon marché grâce à l'exploitation du gaz de schiste ont relancé la machine. Et Barack Obama souhaite conforter cette reprise en augmentant le salaire minimum des fonctionnaires. Quelqu'un qui travaille à temps plein ne devrait jamais avoir à élever une famille dans la pauvreté. Alors, au-delà de leurs différences, l'Amérique de nouveau en plein boom peut-elle offrir à François Hollande des pistes sérieuses pour relancer la France ? Bonsoir à tous les trois. Philippe Dessertine, vous êtes professeur de finance, ça existe, dingue, à l'Institut d'administration des entreprises à Paris. À côté de vous, Thomas Negaroff, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Et à côté de vous, Gérald Karcinti, bonsoir monsieur. Vous êtes PDG de Hewlett-Packard France, très concerné par tout ce qui se passe et par ce voyage d'État, j'imagine. Nadia, avant de démarrer le débat, une question d'un de nos spectateurs, internautes. Oui, la voici. La croissance américaine peut-elle avoir un impact sur l'économie de l'Union européenne et sur la France en particulier? Gérald Karcinti, est-ce que les États-Unis ils peuvent avoir un rôle de locomotive pour la France, pour nous? Oui, indiscutablement, puisque je crois c'est un des pays principaux d'exportation pour la France. Donc forcément, si l'économie américaine
repart, c'est bon pour notre économie. Vous avez rencontré François Hollande il y a quelques jours? La semaine dernière. La semaine dernière, il avait envie de recevoir des entrepreneurs. Voilà, en fait, on était les représentants, on va dire les porte-parole des États de la France, avec 3 de mes collègues, puisqu'on représente en fait les sociétés à capitaux étrangers. Et donc, on a eu l'honneur d'être reçus par le président de la République. On a pu, à cette occasion, formuler vos desiderata et vos souhaits urgents. Nos propositions. Et voilà, il y a urgence? Il ne faudrait pas que ça se passe dans 3 ans? Il y a urgence, oui, absolument. Il y a urgence parce qu'il y a des réformes à faire. En même temps, il faut reconnaître, on aura l'occasion d'en débattre, qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses positives. Ça bouge, quoi. Hein. Bonne nouvelle. Alors Mathieu. On va y venir. Juste le chiffre du jour d'abord, c'est 3,7%. C'est la croissance américaine au second semestre 2013. Philippe de Sertine, on sait que François Hollande va essayer de trouver là-bas les recettes miracles pour lancer la croissance française. Est-ce que cette croissance américaine, elle est durable? Est-ce qu'elle repose sur des fondamentaux qui sont sains? On va dire il y a 3 origines de la croissance américaine forte. Vous avez ce que vous avez évoqué, le gaz de schiste. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est durable. Vous avez l'impression monétaire. La planche à billets, le fait que les États-Unis, là, peut-être vraiment, il faut marteler le fait qu'ils appliquent une méthode qui n'est pas reproductible parce qu'ils prennent en otage, en quelque sorte, l'économie monétaire mondiale. Et vous avez la 3e axe qui est aussi très important, ce sont les nouvelles technologies. C'est le grand boom aux États-Unis. Et ça aussi, je crois qu'il faut bien dire qu'il y a en même temps, on va dire, le gaz de schiste et en même temps les nouvelles technologies qui sont... Et la planche à billets, ça, c'est pas sain, pour le coup, pour vous? Pour moi, non. C'est surtout inquiétant si on s'intéresse au modèle, puisque c'est 3 choses qu'on ne peut pas faire en France. Oui. On ne peut pas imprimer des euros parce que ce n'est pas du tout la politique de la Banque Centrale Européenne. Les nouvelles technologies, on en parlera. Oui, mais c'est pas notre... Le Minitel, voilà, c'était pas mal, mais bon, c'est vieux. C'est pas notre force, et les gaz de schiste, il y a un vrai débat en France qui plutôt tend vers, en tout cas, même... Le gel, voilà. L'exploration. Ouais, justement, sur la question des gaz de schiste, c'est en train de bouger. On a entendu Laurent Fabius hier, je vous propose de l'écouter, qui donnait déjà une tonalité différente. Moi, ma position, elle est simple. Le système actuel de fracturation hydraulique est mauvais pour l'environnement. Donc, ce n'est pas celui-là qu'il faut exploiter. Je suis chargé d'accueillir l'an prochain la grande conférence climat. On va en discuter avec les Américains. Et donc, ce n'est pas à la France de donner le mauvais exemple. Mais en revanche, être ouvert sur la recherche, oui, 3 fois oui. Philippe de Sertine, si on fait ce que les États-Unis ont fait avec le gaz de schiste, là pour le coup, ça relance la croissance en France? D'abord, ça me prend du temps, mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez l'unité de gaz qui vaut 19 $ au Japon, qui vaut 13 $ en Europe, qui vaut 2 $ aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Et donc là, on a des conséquences énormes, notamment aujourd'hui en termes industriels. Vous avez toute une industrie qui se robotise énormément, notamment dans les hautes technologies, qui n'a pas besoin donc de la main-d'œuvre nécessairement bon marché que peuvent lui fournir les pays émergents, et qui du coup va où? Elle va aujourd'hui où l'énergie n'est pas chère. Et donc la relocalisation industrielle américaine, elle a commencé aux États-Unis, au Mexique. Vraiment, aujourd'hui, il y a un énorme changement américain. Il faudra du temps, même si l'Europe décidait d'aller vers l'exploitation du gaz de schiste. On n'a pas les réserves américaines, très très loin. Le Nebraska, c'est une espèce aujourd'hui d'Eldorado. On en est très très loin. Et quoi qu'il en soit, ça prendra du temps avant véritablement qu'on ait ces effets-là. Gérald Carsenti, est-ce que la France a cette image de rétive, ringarde, incapable de se porter vers les progrès technologiques possibles aux États-Unis? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que la France... Ne soyez pas diplomate. Non. Dites-nous ce que vous entendez quand vous êtes là-bas. Les choses comme je les pense et comme je les entends, justement. Je pense qu'ils sont conscients qu'on a des points forts. On va en débattre, on a plein de points forts. On a des atouts considérables. En même temps, on a des sujets sur lesquels on n'a pas le choix. Il faut réformer vite dans le domaine de la fiscalité. Tout le monde en parle, mais il y a 2 sujets, moi, personnellement, qui me tiennent à cœur en tant que membre des États de la France et du Cercle, des sociétés étrangères, mais aussi en tant que président d'HP, parce que nous, on est bien concerné au premier chef, c'est l'innovation, qui est quand même un moteur de recherche, un moteur de relance, et de croissance. Et je pense que dans le numérique, on a beaucoup d'avantages en France, on doit les exploiter davantage. Et puis la gestion des talents. Je pense que ça, c'est à la fois les talents qu'il faut garder en France. Vous voulez dire les empêcher d'aller à Los Angeles, d'aller dans la Silicon Valley, par exemple, pour créer de l'emploi et des entreprises profitables. Et puis attirer les talents étrangers sous certaines conditions. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire venir n'importe quel talent étranger, mais celui qui a une idée de créer une entreprise porteuse d'emploi, il faut plutôt qu'il vienne en France plutôt qu'ailleurs. Juste, nos points forts pour les Américains, c'est quoi? La qualité de notre enseignement. Indiscutablement. D'ailleurs, les entreprises, qu'elles soient américaines... Enseignement supérieur?
Enseignement supérieur, qu'elles ce soit nos universités ou nos grandes écoles, les Chinois, les Américains viennent en France chercher nos étudiants. Mais on a aussi plein d'autres avantages. On a une infrastructure qui est homogène, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des métropoles qui sont en train de se construire et qui sont très dynamiques. Grenoble, qui est la 5e ville en innovation. Vous êtes implanté à Grenoble. On y est, mais on n'est pas les seuls. Et Grenoble, c'est la 5e ville d'innovation au monde, selon le classement Forbes. Et alors, il y a aussi, juste, je voulais dire, Toulouse, le plateau de Saclay qui est en train de se constituer. C'est fabuleux. Donc, Grenoble pourrait être, de façon embryonnaire, mais pourquoi pas se développer comme une sorte de Silicon Valley à la française? C'est votre souhait, mais est-ce que c'est plausible? C'est clairement moi, c'est la suggestion que j'ai faite. Je pensais en fait que le plan qui a été lancé par le gouvernement French Tech a beaucoup de points très positifs. Je trouve qu'il est très bon au fond. Je pense qu'on a besoin de... Quand on pense nouvelles technologies, quand on pense high-tech, aux États-Unis par exemple, il y a des métropoles un peu partout, mais les Américains, ils pensent Silicon Valley. Et il nous faut notre Silicon Valley. Donc on n'a pas de géant de l'Internet, on n'a pas de Facebook, on n'a pas de Google, on n'a pas tout ça aujourd'hui. Non, mais on a, je laisserai tout le monde s'exprimer là-dessus, mais on a beaucoup d'entreprises très dynamiques. Ce n'est pas forcément des géants, mais c'est des entreprises qui sont différenciantes. Thomas Negaroff, est-ce que c'en est fini du French bashing? Non, pas du tout. Pas du tout, je crois. Au contraire. Enfin, pas au contraire, mais c'est une chose qui continue parce qu'elle est culturellement très marquée aux États-Unis. Et quand on voit les enquêtes d'opinion récentes, quand on demande aux dirigeants américains des entreprises installées en France ce qu'ils pensent, eh bien aujourd'hui, là, en octobre dernier, 13% seulement ont une image positive de la France. Et quand vous disiez c'est important que les gens ne partent pas, c'est peut-être aussi important qu'ils restent, parce que dans la même enquête, que j'ai regardé pour préparer cette émission, il n'y a que 9% des salariés étrangers qui travaillent en France qui conseilleraient à leurs proches de venir travailler en France. Donc les enjeux sont énormes. C'est pas si du French bashing, mais en tout cas, l'image de la France s'est détériorée très profondément. Chez les dirigeants, mais dans l'opinion publique américaine, elle a progressé depuis 10 ans. Oui, mais enfin ça, c'est pas l'opinion publique qui crée les emplois en France, c'est pas l'opinion publique qui va faire des idées. Et Philippe Dessertine, ça c'est parce que la France n'est pas open to business suffisamment, parce qu'il y a trop de pression fiscale. Sur la visite du président Hollande, je crois que la visite du président Hollande, ce qui est clair, c'est qu'il y a le problème de politique internationale qu'on doit surtout pas d'ailleurs superposer, parce que l'opinion publique américaine, elle adore, on va dire, la position aujourd'hui de la France. Les Américains, je crois que cette visite, on l'a payée quand même avec le sang de nos soldats. Oui, on l'a payée avec le sang de nos soldats, c'est-à-dire que les Américains trouvent très bien aussi qu'il y ait d'autres personnes qui aillent se faire tuer que leur GI. Alors bon, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la question économique. Restons sur la question économique. Et là, ce que vous disiez tout à l'heure, à mon avis, est très très important, c'est que nous avons raté, nous la France, nous l'Europe, tout le tournant de la première révolution numérique. C'est-à-dire quand vous voyez les géants aujourd'hui, les géants comme Twitter, Google, etc., Facebook, enfin on fait même de la publicité en parlant, ce sont des entreprises qui parfois ont moins de 10 ans. C'est-à-dire là, quand on regarde qui viennent fêter ses 10 ans. Justement, il va les voir, François Hollande. Oui, mais il va les voir, c'est trop tard ça. Je dirais, on doit aller vers... ce qu'on voit aujourd'hui dans des grands centres, par exemple, on évoquait la Silicon Valley, vous avez Brooklyn, pareil, qui est un très grand centre aujourd'hui de développement des startups. Mais le truc épouvantable, c'est que vous voyez des gamins français là-bas. C'est-à-dire, vous voyez des gamins français qui viennent là-bas, pas forcément parce que la fiscalité est formidable ou parce que les conditions sont géniales, parce qu'ils trouvent de l'argent facilement. Parce qu'ils trouvent de l'argent. Ils ne reviennent pas. Parce que bien sûr, pour les Chinois, les tortues de main, ils reviennent. En Inde, on commence à voir ça, et en France, on ne le voit pas. Oui et non, parce qu'en fait, ils ne reviennent pas, mais en réalité, quand ils créent des entreprises, même si c'est aux États-Unis, tôt ou tard, ça crée de l'emploi mondial. Il faut penser global. Alors, Nadia, les couacs. Dont François Hollande va devoir parler demain, parce qu'il va donc participer à un déjeuner dans la Silicon Valley avec au moins 3 géants de l'Internet, les patrons de Google, de Mozilla et de Twitter. Et notamment, l'objectif, c'est d'expliquer que la France est capable de se montrer accueillante pour ces entreprises. Et c'est pas gagné, parce qu'il y a quelques casseroles, une casserole notamment incarnée par Arnaud Montebourg au moment de l'affaire Dailymotion. Donc il avait empêché Yahoo d'investir dans cette plateforme française. Il y a eu le dossier Uber aussi, qui est cette société de véhicules avec chauffeur, dont Google détient des parts, et aujourd'hui on voit que ça a jeté des milliers de chauffeurs de taxi dans la rue, que ça a poussé le gouvernement à créer un délit de racolage passif, et Pierre Montebourg, encore lui, décidément, qui a menacé Google de le punir pour son optimisation fiscale. Entre-temps, il a démenti, mais le message est quand même passé. Donc les signaux n'étaient pas très très positifs. Gérald Garsanti, est-ce que François Hollande il va réussir à corriger le tir? Comment est-ce que toutes ces affaires ont été perçues aux États-Unis? Je pense que, je ne sais pas comment elles ont été perçues, je pense qu'on donne parfois
trop d'importance à des affaires qui finalement passent plus inaperçues quand j'ai vécu. J'ai vécu aux États-Unis. Je pense qu'il y a la façon de communiquer l'information n'est pas la même. Je pense que c'est surtout il va leur parler. Je pense, je ne suis pas le président, mais il va leur parler des avantages de notre recherche en France, de nos centres de développement. On a beaucoup, encore une fois, d'atouts. Il faut juste les mettre en avant. Je pense qu'il y a une chose que les Américains font bien, c'est de rassembler des entreprises technologiques avec des entreprises industrielles, avec des centres de recherche, des universités, autour d'idées. Et en France, finalement, au fond, on a une image de la science qui est fantastique et on ne met pas la recherche en valeur. On a un problème à ce niveau et il faut qu'on arrive à faire des idées, des entreprises profitables. Il n'y a pas aussi un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas employé le mot d'Europe. Or, aujourd'hui, la recherche, elle se fait aussi à l'échelle européenne. 100% et le complexe, effectivement, la richesse américaine, elle se crée aussi dans les relations, non seulement entre l'université et l'industrie, mais aussi l'armée. Or, je vous rappelle qu'en Europe, c'est un des tabous, la recherche-développement ne peut intégrer la recherche militaire. Donc, on s'est mis des entraves idéologiques, des entraves pratiques qui font que, effectivement, aujourd'hui... Qui expliquent ce retard et ce recul. Ben oui. C'est pour ça qu'à la question tout à l'heure qui était posée, on n'a pas de grand groupe en France comparable à Google. Je pense qu'il faut penser aussi Europe. Comment on peut créer au niveau de l'Europe des géants capables de rivaliser avec d'autres continents? Alors, je vous propose de faire un petit retour en arrière, puisque l'escapade de François Hollande dans la Silicon Valley, comme on dit, on rappelle une autre, celle-ci a un petit peu plus de 30 ans, c'est le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Il y a 30 ans, Ronald Reagan accueille en grande pompe le président François Mitterrand. Ce voyage de 8 jours débute par un discours devant le Congrès. It is my great privilege and I deem it a high honor and a pleasure to present to you His Excellency François Mitterrand, the President of the Republic of France. L'Amérique déploie tous ses charmes pour séduire la France, y compris la douce voix du beau Julio Iglesias. Le séjour intervient quelques mois après un changement de cap économique, le fameux tournant de la rigueur qui coûte cher en popularité au président français. On ne peut pas modifier la politique que je mène en lisant les sondages chaque matin. C'est une affaire de courage, car il faut arriver à dominer, avec d'autres pays amis, dominer une crise mondiale. C'est difficile. François Mitterrand prônait la rupture avec le capitalisme 3 ans plus tôt lors de l'élection présidentielle. Le voilà caressant dans le sens du poil les grands patrons de la Silicon Valley. Parmi ces boss de l'électronique, un jeune homme de 28 ans nommé Steve Jobs qui vient de créer une petite entreprise. Thomas Negaroff, à l'époque, François Mitterrand, on se souvient, président socialiste, était quasiment vu comme un épouvantail communiste. Enfin, pas en 83. Oui, en 80, moins. Il avait déjà eu le tournant libéral. Oui. Il y avait eu les signes d'atlantisme de sa part. Oui. Et puis il y avait eu, comme on l'a dit, le virage de la rigueur. Et ça rappelle tellement la période actuelle. Enfin, il est venu dire aux Français en allant là-bas, regardez, j'ai changé ma politique, comme François Hollande parle, à mon avis, d'abord aux Français, en allant dans la Silicon Valley et dire « Regardez, je ne suis pas l'ennemi de l'entrepreneuriat, je suis l'ami des patrons. » D'ailleurs, il vous a reçu. Et il est perçu comment, Hollande, là-bas? Hollande? Oui. Il est assez peu perçu, en fait. Ça, c'est redoutable. Pour sa politique. Ça, c'est terrible. Oui, les médias américains parlent essentiellement de cette vie privée. Oui. Alors, les médias sérieux ont retrouvé un moyen pour le faire, ils parlent du protocole. Problème du protocole. Et le virage libéral de François Hollande, il n'est pas du tout évoqué dans la presse, notamment? Il est évoqué dans la presse économique, parce que c'est important, notamment dans la perspective de l'accord de libre-échange transatlantique. Là, oui, c'est un atout. Thomas Negaroff, quand on voit la une du Time, Can he fix France? Peut-il réparer la France? C'est quand même, on est dans le persiflage, l'ironie, voire quelque chose de dubitatif. Que la France est un Bien pays sûr, cassé. Je préciserai juste que cette une n'est pas la une aux États-Unis. C'est laquelle est-elle aux États-Unis? C'est une autre une. Rien à voir. Rien à voir avec la France. C'est la une pour les Français. C'est la une pour les Européens, en tout cas. Donc c'est quand même assez particulier, donc il faut peut-être nuancer un petit peu. Alors Philippe de Sertine, il y a des dossiers à régler. En tout cas, il y a des pommes de discorde entre les États-Unis et la France, plus sur le plan économique que sur le plan diplomatique. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a notamment cette question du traité de libre-échange. On sait qu'il y a 2 ans pour le négocier. Et là, ça coince sur l'agriculture, ça a coincé sur la culture. Qu'est-ce qui peut se passer Oui, je pense que c'est assez compliqué cette question parce qu'en plus, les Européens, là, pour le coup, arrivent aussi pas forcément unis. L'Allemagne, par exemple, considère que finalement, le traité de libre-échange sera à son avantage parce qu'elle a assez peu de craintes
finalement d'avoir d'aspect négatif, alors que je crois qu'on a vraiment sur cette question du traité de libre-échange derrière une vraie question qui se pose du point de vue monétaire. Et là encore, pour reciter Arnaud Montebourg, lorsqu'il évoque il y a peu de temps le problème de l'euro trop fort, c'est pas le problème de l'euro fort, c'est le problème du dollar faible. Le dollar faible, c'est notamment, on va dire, l'approche extrêmement agressive de la Banque centrale américaine qui en est la cause. Et ça peut avoir de très grosses conséquences si on part sur un libre-échange avec, on va dire, des questions de change qui seraient non stabilisées. Mais c'est perdu d'avance. Est-ce qu'on a les moyens de résister? Alors là, c'est clair, il ne faut pas aller au libre-échange. Parce que, vous voyez, le jour où vous avez un libre-échange, c'est-à-dire vous n'avez plus de droits de douane et vous avez des risques monétaires, c'est toujours le dollar qui va gagner. Je suis industriel, je vais dire, je cours un risque de change en produisant en zone euro et en vendant en zone dollar. Mon intérêt, alors, c'est d'aller tout produire et vendre en zone dollar. Il n'y a qu'à voir ce qu'on a fait en Europe. On a commencé par ça, et puis après on s'est dit, oh là là, sans monnaie commune, c'est pas possible, et puis sans monnaie unique. Et donc on est allé jusque-là, on n'ira jamais là avec les États-Unis. Donc effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. Gérald Carsenti, il y a une autre pomme de discorde, c'est la fiscalité, notamment la fiscalité des géants du net. On sait que François Hollande voudrait pouvoir taxer. Il y a Google qui serait redressé. Est-ce que c'est réaliste? Et puis, est-ce que ça laisse des traces? Est-ce que ça marque la relation franco-américaine d'un point de vue du business? Je ne sais pas, c'est difficile à dire puisque c'est un cas particulier, donc il faudrait connaître le dossier que je ne connais pas. Ce qui est certain, c'est que nous, on a insisté, quand on a rencontré François Hollande, sur la nécessité de stabiliser la fiscalité, parce que ça nous paraît absolument vital. Elle paraît trop haute ou elle paraît instable? Elle paraît les deux. Elle est trop haute et puis elle est instable. Et puis surtout aussi de bannir toute forme de rétroactivité. Je pense que pour des investisseurs américains, par là, pardon quand on fait de pouvoir revenir en arrière, quoi. Donc pour des investisseurs américains, c'est un concept difficile à comprendre. Voilà, on a aussi plaidé pour qu'il y ait des baisses de charges parce que on fait beaucoup de choses. Crédit d'impôt recherche, c'est un fantastique outil. C'est un crédit, le CICE, c'est un crédit. Et quand on compare les pays les uns aux autres, c'est compliqué. La France est toujours désavantagée parce qu'on ne fait pas forcément le débit finalement du crédit qui vient améliorer notre photo. Donc la baisse des charges, finalement au fond, serait un moyen de faire descendre le coût du travail en France et de rendre la France probablement plus compétitive. Sauf que le président François Hollande va aux États-Unis avec Pierre Gattaz dans ses bagages. Il va dire aux Américains ce qu'ils ont envie d'entendre en tant qu'investisseurs, ce que vous voulez entendre aussi. Et Pierre Gattaz fait une conférence de presse un peu sauvage en arrivant aux États-Unis, dans laquelle il dit à quel point le pacte de responsabilité est catastrophique, on impose des choses au patron, il y a de la bureaucratie, c'est précisément ce que reprochent les Américains à la France. Est-ce que les Américains agiraient comme ça? C'est-à-dire des patrons américains avec le président américain à l'étranger, est-ce qu'ils dauberaient sur leur pays comme ça? Certainement pas, parce que depuis Clinton, le président américain, c'est le super VRP, il les emmène partout et ça marche. La grande différence est là, peut-être, c'est que la puissance économique qu'amène avec lui le président des États-Unis, c'est pas aujourd'hui la puissance économique qu'apporte avec lui le président français. Je vous demande, attendez, on va accueillir le chaloupant et pertinent Juan Gomez, homme du monde. Comment ça va, Juan? Alors, vous êtes éminent, vous nous emmenez dans la ville d'Eminem. Bah oui, Détroit. Oui, évidemment, je vous emmène à Détroit, qui a été le symbole de la faillite économique des États-Unis, mais qui pourrait très bien devenir celui de son redémarrage. C'est en tout cas le pari que fait un homme, un milliardaire, qui a décidé de miser sa fortune sur Détroit, où il est né il y a 52 ans. Et c'est vrai que c'est un pari un peu fou tout de même, puisque l'ancienne capitale de l'automobile américaine croule sous les dettes, 18 milliards de dollars. En 60 ans, elle s'est vidée de sa population. Près de 80 000 bâtiments sont aujourd'hui abandonnés. Détroit, regardez les images, ressemble véritablement à une ville fantôme. Eh bien, Dan Gilbert, c'est son nom, le nom de ce milliardaire, a décidé de ressusciter sa ville natale en surfant sur la nouvelle vague de croissance économique américaine. Il possède certes la 126e fortune des États-Unis. Il s'est spécialisé dans le crédit immobilier. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire, 120 entreprises. Il emploie plus de 20 000 personnes. Et pour Détroit, eh bien, sa recette est toute simple. Il achète des immeubles au plus bas prix et il les rénove. Et c'est ainsi qu'il a installé dans le centre de Détroit le siège social de son empire et plusieurs de ses filiales. Il a donc demandé à 12 000 de ses employés de s'installer à Détroit, essentiellement des jeunes, ce qui permet évidemment de redynamiser cette ville. Et Dan Gilbert espère bien que son initiative fera boule de neige, comme nous l'explique l'un de ses partenaires. Tout ce que vous voyez ici, avec un toit orange, ou alors qui est éclairé, c'est à nous. Nous avons besoin de place de toute façon. Alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à ça qu'on arrivera à créer une mode, une tendance qui en attirera d'autres.
Voilà, alors pour l'instant, Dan Gilbert a racheté une quarantaine d'immeubles qu'il espère évidemment louer à d'autres entreprises. On dit même qu'il possède déjà un quart du centre-ville. En tout cas, avec plusieurs de ses associés, il veut donner à Détroit des airs de Silicon Valley en attirant évidemment des start-up qu'il n'hésite pas à financer. Plus d'une centaine se sont déjà implantés dans cette ville. Par ailleurs, il a convaincu récemment une agence de publicité à installer son siège à Détroit avec ses 600 salariés. Twitter a également ouvert des bureaux. Et pour attirer encore plus d'entreprises, eh bien, le Sauveur de Détroit a fait installer un système de télésurveillance pour sécuriser certains quartiers. Et on s'aperçoit finalement que c'est tout le centre-ville de Détroit qui se métamorphose peu à peu. Les magasins, les hôtels sont de retour. Pour l'instant, Dan Gilbert a dépensé plus d'1 milliard de dollars, mais il est convaincu que dans 7 ans, Détroit aura retrouvé un nouveau souffle. Alors, oui. Trouver sa fortune. Le sauveur, c'est surtout le sauveur de sa fortune, j'ai l'impression. Philippe de Sertine, on l'a vu, les États-Unis sont des investisseurs potentiels pour la France. C'est aussi un marché. Est-ce que c'est facile de vendre là-bas et où peut-on s'améliorer? Enfin, où les entreprises françaises peuvent-elles décrocher de Oui, c'est un marché notamment par exemple qui va être intéressé par certains secteurs français. C'est un marché très protectionniste en même temps. Oui, enfin, protectionniste oui et non, hein, parce que alors là peut-être on peut l'évoquer avec quelqu'un qui est vraiment dans le business, mais c'est vrai que non, les États-Unis peuvent être un marché ouvert lorsque notamment on a des produits qui sont des produits qui se différencient du produit américain, qu'on a des produits dans lesquels on pense vraiment une approche américaine. Lesquels par exemple? On évoque le luxe toujours évidemment, le luxe, tout ce qui concerne, alors si on prend des exemples de grandes réussites, la gastronomie, etc., c'est des choses qui marchent très très bien et où l'image de la France est très bonne. Ce que vous disiez, la qualité de la France est bonne. Non, je disais, il y a aussi des secteurs dans l'industrie, l'aéronautique, voilà, non, pas forcément. Certaines industries. C'est facile pour des entreprises françaises de vendre aux États-Unis? Moi, dans les discussions que je peux avoir avec certains de mes amis, qui sont dans des entreprises françaises en particulier, qui vendent des produits ou des services conçus en fait en France, oui, je pense que c'est facile parce que le marché d'abord est énorme. Il y a une facilité peut-être d'entrepreneuriat, on peut entreprendre facilement. Donc je pense que oui, ça c'est facile, mais et il faut que ce soit facile en France. Il y a des fleurons. Deco, par exemple, est très présent aux États-Unis. Il y a des grosses firmes françaises qui réussissent, heureusement, aux États-Unis, bien sûr. Mais en même temps, dans l'actualité du jour, sur les OGM, par exemple, l'Europe est en train de remettre un veto sur l'introduction d'un nouvel OGM américain. Et c'est bien. Et c'est bien. C'est bien, c'est pas bien, mais surtout, moi je trouve que c'est bien de mais surtout ça pose des problèmes et des tensions commerciales régulières entre la France et les États-Unis, qui sont quand même animées depuis des années par des conflits commerciaux, souvent symboliques, mais qui traduisent aussi quand même une certaine réalité. Et ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce soir. Quant à ce débat, il parle avec l'anglais, bien sûr avec l'accent de Boris Chevalier, mais alors ils sont les meilleurs au monde pour la vérification des propos du personnel politique français et international. Ce sont les petits gars de Désintox qui ont flashé Beppe Grillo, le leader du mouvement anarcho-populiste italien 5 étoiles. Regardez. Flashé aujourd'hui par Désintox, le leader du mouvement populiste italien 5 étoiles, Beppe Grillo. Mais comment voulez-vous qu'on vive ensemble dans un pays où 30 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté ? 30 millions d'Italiens, soit un habitant sur 2 de la péninsule, vivraient donc sous le seuil de pauvreté. Avec Beppe Grillo, on n'est jamais à l'abri d'une grosse exagération. Dans la plupart des pays du monde, on utilise un seuil de pauvreté absolu, souvent égal à un revenu de 2 $ par jour. Mais dans les pays développés comme l'Italie ou la France, on utilise plutôt un seuil de pauvreté relatif qui correspond à une proportion du revenu médian d'un pays. À l'échelle européenne, l'indicateur utilisé est un seuil de pauvreté qui correspond à 60% du revenu médian, qui est le revenu au-dessus et en dessous duquel il y a exactement autant de personnes. Selon les toutes dernières données italiennes, publiées en décembre, 3 Italiens sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté, soit environ 18 millions de personnes. C'est beaucoup, mais c'est tout de même assez loin des 30 millions évoqués par Beppe Grillo. Et surtout, cette situation est loin d'être une exception en Europe. Selon les données de la Commission européenne, un peu plus anciennes, 25,4% des Italiens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est à peine au-dessus de la moyenne de l'Union. Et si la France ou l'Allemagne affichent des niveaux plus bas, c'est loin d'être le cas des pays comme la Grèce, la Croatie ou l'Espagne. Tous ces pays ont néanmoins un point commun, la pauvreté s'y est accrue depuis le début de la crise en 2008.
Merci mes amis, merci à tous les trois. Arte, ou plutôt 28 minutes, c'est terminé. Vous pouvez néanmoins retrouver l'émission évidemment à toute heure en replay enrichi sur notre site et à suivre sur l'antenne. Malaise au pays de la prothèse, la rime est riche, mais l'enquête est absolument glaçante. Une enquête sur les dangers des prothèses et des implants. Vous vous rappelez de PIP? Une enquête mondiale. À demain dans 28 minutes à 20h05. Tchuss, bis morgen.